J'espère que vos vacances se sont bien passées. Personnellement, j'ai bossé tout l'été et je vous en parle juste après. Dans cette vidéo, je vais vous détailler tout le processus de mixage d'un morceau orchestral de A à Z. Le mixage, c'est l'étape indispensable pour avoir un rendu professionnel qui va mettre en valeur votre composition et votre arrangement pour pouvoir l'écouter dans de bonnes conditions. Je vais vous montrer des vraies techniques de pro et vous verrez pourquoi il ne faut surtout pas mixer ce type de morceau comme n'importe quel autre style de musique. Et surtout, pourquoi c'est important de bien maîtriser cette étape de la production. J'ai avec moi un morceau complet et entièrement terminé, et je vais vous faire un petit avant-après mixage pour que vous puissiez voir de quoi on va parler aujourd'hui. Alors voilà un petit peu le résultat qu'on peut obtenir avec les bonnes techniques et surtout la bonne méthode. Alors vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de pistes et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment le mixage d'un morceau comme ça s'organise et les différentes étapes pour arriver à un rendu comme celui-ci. Si vous êtes encore novice dans ce domaine, je pense que vous allez découvrir pas mal de choses et si le sujet vous intéresse vraiment, j'ai créé une grosse formation qui couvre dans les moindres détails l'ensemble du processus de mixage pour la musique de film. J'ai passé plus d'1 an à travailler sur cette formation, donc c'est un peu pour ça que vous m'avez pas vu cet été. La formation compte 16 heures de contenu pour un programme de 70 vidéos sur le sujet, avec une partie théorique qui détaille l'ensemble des techniques utilisées en mixage orchestral, musique de trailer, musique épique, etc. Et aussi une partie pratique avec des morceaux entièrement mixés et masterisés, détaillés piste par piste pour voir concrètement comment appliquer ces techniques. Vous y retrouverez d'ailleurs le morceau d'aujourd'hui décortiqué et détaillé en profondeur. Le but avec cette formation a été de vous proposer une méthode claire qui vous permette d'avoir un résultat professionnel et avec les meilleures infos. Pour cette fois-ci, j'ai donc décidé de me faire accompagner par un professionnel du son puisque cette formation a été entièrement co-créée avec Joël Dollier. Joël, vous savez peut-être qui c'est si vous me suivez depuis longtemps puisqu'il est déjà passé sur la chaîne. C'est un ingénieur du son spécialisé dans la musique de film et la musique orchestrale qui est reconnu à l'international. Il a travaillé sur des gros projets comme League of Legends, Star Citizen, Loki, ou encore avec des artistes comme Tuvai, Seiji Ota ou encore Jason Graves, entre autres. C'est vraiment une pointure dans son domaine et je suis hyper content d'avoir pu partager ce projet avec lui et surtout de pouvoir vous en faire profiter. Donc déjà, Joël m'a accompagné dans toute l'écriture de cette formation et je lui ai également laissé carte blanche pour vous présenter et vous détailler un mixage complet réalisé par ses soins que vous retrouverez dans cette masterclass dédiée au mixage en musique de film. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez découvrir le programme complet de cette masterclass en réduction pour le lancement en suivant le lien disponible en description. Avec Joël, on organisera un live le 18 janvier à 18 h pour toutes les personnes qui s'inscriront avant cette date. Le temps pour vous de bien suivre la formation et de mettre ses conseils en pratique. Et Joël et moi, on sera présents ce soir-là pour répondre à toutes vos questions et surtout pour vous faire des retours sur vos morceaux. Merci à tous ceux qui s'inscriront à cette nouvelle masterclass et sur ce, bonne vidéo. Avant de vous jeter sur le mixage de votre morceau, la première étape importante va être de vous demander si vous avez tout ce que vous voulez entendre dans votre mix. Typiquement, ça m'arrive régulièrement de voir certains débutants qui vont avoir envie d'avoir des basses profondes dans leur morceau, mais qui n'ont pas pensé à jouer la basse dans le registre grave. Parfois, et là c'est le cas le plus embêtant, en oubliant de remplir l'octave normalement réservée à la zone des basses. Donc la zone des basses ou des subs pour être plus précis. Et un autre cas assez courant, c'est tout simplement en choisissant mal la tonalité du morceau. Alors tout dépend de votre progression d'accords, c'est au cas par cas, mais on aura tendance à avoir des morceaux plus clairs par exemple en si mineur qu'en ré mineur. Typiquement, je remarque que c'est souvent en ré mineur qu'on obtient les morceaux avec les basses les plus profondes. La raison, c'est que en orchestral, c'est la note la plus grave qu'on peut obtenir avec le tuba, qui est l'instrument le plus grave de la section cuivre. D'ailleurs, c'est la tonalité préférée de Hans Zimmer. I like writing in D. Pour cette raison. Et au-delà de ça, si vous souhaitez avoir la main sur l'ensemble du spectre lorsque vous allez faire votre mixage,
et avoir un son bien rempli, eh bien assurez-vous d'avoir tous les instruments nécessaires pour couvrir ces fréquences-là. Ça paraît évident dit comme ça, mais on peut vite l'oublier en pratique. Typiquement, sur mon morceau, je peux vous montrer ce que j'ai fait pour avoir tout l'ensemble du spectre. Donc déjà, on peut parler de la basse ici. Donc ça, c'est tous ces instruments qui vont remplir un petit peu le spectre dans les basses. Vous voyez que c'est déjà assez riche. Hein. Et puis après, juste par exemple sur la section cordes, on peut voir que donc, la basse est remplie, les subs plutôt, la basse avec le violoncelle, jusqu'aux aigus. Et vous voyez qu'on monte vraiment haut dans les aigus. Hein. Donc c'est ça qui permet d'avoir un son bien rempli. Et si on descend un petit peu, vous allez voir que j'ai aussi du Glockenspiel. Et ça, c'est des petits détails, mais en fait, ça fait une bonne différence, puisque le Glockenspiel va vraiment taper dans les aigus. Et donc, c'est l'addition de tous ces instruments-là qui vont couvrir toutes les fréquences, qui permettent d'avoir un son rempli, et du coup d'avoir la main vraiment sur le son. Donc en fait, dans la composition, il faut déjà réfléchir à ça. La deuxième étape va être de bien préparer vos VST pour qu'ils sonnent le mieux possible avant de faire votre balance et vos traitements. Typiquement, sur les bons VST d'orchestre, on retrouvera une section dédiée aux prises micro. Alors ici, j'ai des pistes audio, mais je vais vous ressortir les pistes originales. Et hop, on va prendre un violoncelle. Donc de base, sur la plupart des VST que vous allez utiliser, vous allez avoir des mix qui vous seront proposés. Généralement, les mix comme ça fonctionnent assez bien, mais on peut avoir parfois envie de modifier un petit peu le son. Donc par exemple sur BBC, si on veut retravailler le son nous-mêmes, on a accès à des prises micro. Et ça, c'est super intéressant. Donc, ces prises micro, elles vont varier selon les éditeurs, mais retenez qu'on préférera la plupart du temps des prises micro relativement éloignées de la source. En général, les prises les plus proches, comme le close ici, auront tendance à être très texturées, avec trop de détails et surtout un effet trop directionnel pour avoir un son d'orchestre bien rempli et homogène. On aura aussi des pics très marqués sur les instruments percussifs ou avec des notes piquées, qui ne seront pas très intéressants dans la plupart des cas. Par exemple, sur notre violoncelle, voilà comment ça sonne. Vous voyez qu'en termes de stéréo, on a beaucoup d'informations, ou en tout cas, la stéréo est très marquée. On entend vraiment les détails de l'instrument, mais on a un son très fin et assez sec. Donc ça, c'est pas forcément intéressant. En revanche, ce qui va être plus intéressant, c'est les prises en tri ou en out. Donc là, c'est pas mal, et après on a le out aussi qui peut être très intéressant. Généralement, une combinaison des deux marche bien. Donc après, on pourrait aller un petit peu plus loin avec les prises micro, mais globalement, ça nous fait une bonne base de départ. Autre chose, très important, en dehors des synthés, veillez à bien couper les reverbs de vos instruments. En fin de compte, les éditeurs de librairie en intègrent toujours, histoire de flatter un peu le son du VST, mais quand il s'agit de réaliser le mixage, vous partirez avec une très mauvaise base de départ si vous avez de la reverb comme ça. Donc je parle bien de la reverb artificielle, la reverb contenue dans l'enregistrement est très bonne à garder. Une fois que vos instruments sont bien programmés et que le son vous convient, une bonne pratique peut être de faire le rendu de vos pistes. C'est ce que j'ai fait ici pour les avoir en piste audio. Alors c'est pas du tout obligatoire, mais ça vous permettra d'avoir un son identique d'une lecture à l'autre, puisque vos VST ne produisent pas forcément le même son à chaque lecture. En plus de ça, ça va alléger un petit peu les ressources demandées à votre PC, puisque chaque VST demande des ressources à votre CPU.
Et surtout, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté de réaliser un bon mixage, ça vous permettra de bien visualiser les variations d'intensité de vos pistes et les éventuels problèmes à traiter par la suite. Par exemple, grâce à cette méthode, je peux m'apercevoir que mon violoncelle comporte quelques variations d'intensité situées sur une seule oreille. Donc j'ai ce problème ici, et je le retrouve un petit peu plus loin ici. Et donc ça, je sais que je vais sans doute devoir le traiter par la suite. Ensuite, pensez à bien organiser votre session. Typiquement, avec vos instruments bien rangés par section, comme je l'ai fait ici. Donc là, vous avez toutes les cordes en vert, tous les cuivres en rouge, et tous les bois en bleu. Et si comme moi, vous faites du layering, pensez à bien distinguer vos banques de sons. Par exemple, là avec mes cordes pour BBC Symphony Orchestra, et ici mes cordes pour CSS. Ensuite, créez-vous des pistes de groupe pour tout ça. On appelle ça aussi des pistes bus, et ce sont des pistes qui vont pouvoir contenir un ensemble de pistes, soit pour y appliquer un traitement global, soit pour doser le volume de cet ensemble de pistes. Donc par exemple sur Cubase, si je voulais grouper toutes mes pistes cordes de BBC, j'irai dans Add Track, Group Channel to Selected Channel, et j'irai créer un bus pour BBC SO Strings. Et là, je l'ai déjà fait ici. Et en fin de compte, toutes mes pistes de BBC Symphony Orchestra sortent dans ce bus. Donc je peux contrôler le volume de toutes mes cordes d'un coup. Et après, je peux en faire autant avec mes cordes pour CSS. Vous avez vu déjà la première utilité qu'on peut en faire, c'est de doser la quantité de volume d'une section complète. Et ça sans déséquilibrer les instruments à l'intérieur. Et ensuite, je peux faire rentrer mes deux sections, donc BBC SO Strings et CSS, dans une autre piste bus qui va contenir cette fois toutes mes cordes. Donc grouper vos instruments par section va vous permettre d'y voir plus clair et va aussi vous faciliter la vie pour l'étape suivante qui va être l'étape de la balance. Ça, c'est la première étape importante pour commencer à travailler sur l'équilibre et la clarté de votre mixage. L'idée va être d'équilibrer le volume de chaque instrument par rapport aux autres. À partir de là, vous allez pouvoir commencer à vous demander quel instrument vous souhaitez mettre en valeur, quel instrument vous allez mettre en retrait, etc. Et c'est aussi à partir de cette étape du processus que vous allez pouvoir identifier les différents problèmes que vous allez devoir traiter par la suite. En gros, tous les problèmes que votre balance n'aura pas suffi à corriger. Pour réaliser une bonne balance, j'ai 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est de bien distinguer les différents éléments de votre mix. Typiquement, la basse, des accords, de la mélodie. Donc l'idée va être de pouvoir doser et mettre en valeur ces différentes parties qui composent votre son, de manière à ce qu'elles puissent bien vivre ensemble sans se grignoter. Et ensuite, le second conseil que je peux vous donner va être d'équilibrer chaque section sans vous préoccuper des autres dans un premier temps, puis de doser chaque section entre elles. Si vous avez bien paramétré vos bus lors de l'étape précédente, vous devriez pouvoir faire ça sans problème. Donc si je devais refaire ma balance ici, l'idée serait de partir d'un premier instrument, puis un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Et ensuite, une fois que j'ai fait toute ma balance pour ma section, je passe à la suivante. Et une fois que la balance de mes 2 sections de cordes me convient, je dose la balance de chaque section entre elles. Donc ici, par exemple, j'ai BBC Symphony Orchestra, et ici, j'ai CSS, et je vais les doser ensemble. Et après, une fois que la balance de mes cordes me convient, et que la balance de mes cuivres me convient, je dose mes cordes avec mes cuivres. Donc vous avez compris, le fait de découper la balance comme ça permet d'y voir beaucoup plus clair et de vraiment faciliter la balance. Une fois que votre balance vous convient, vous allez pouvoir commencer à placer vos instruments dans la stéréo. Ça c'est la première étape de la spatialisation et vous allez voir qu'il y a des choses à dire. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques de sons orchestrales sont déjà spatialisées à l'origine. En fin de compte, sur les bonnes banques de sons, j'entends, les instruments ont déjà été enregistrés dans un espace en respectant le placement de l'orchestre. Si vous prêtez attention à vos banques de sons, vous entendrez que certains de vos instruments sont déjà orientés sur la gauche ou sur la droite. Maintenant, vous aurez peut-être envie de modifier ça. Ça peut être utile, par exemple, pour permettre de mieux distinguer des instruments qu'on n'aurait pas réussi à détacher lors de la balance.
Ensuite, on peut aussi avoir envie d'élargir un petit peu l'image stéréo de l'orchestre, soit sur l'orchestre au complet, soit sur certaines sections en particulier. Mais alors là, attention, pour un mixage orchestral, je vous déconseille fortement d'utiliser le bouton de panning de votre logiciel. D'ailleurs, vous avez vu sur cette session-là, je ne l'ai pas utilisé. En règle générale, ce ne sera pas adapté pour ce style de musique car vous allez perdre des informations sur votre signal. En fin de compte, le panning de base va faire perdre de l'information, c'est-à-dire qu'il va baisser l'oreille gauche ici et monter l'oreille droite par exemple. Donc, si vous êtes 100% à droite, eh bien vous perdez complètement une oreille. C'est pas terrible et c'est en plus pas très représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, les aigus sont beaucoup plus sensibles aux changements de direction et de distance. Donc l'idéal est donc de davantage les faire varier en fonction du placement qu'on veut obtenir. La bonne méthode pour ça est donc d'utiliser un EQ pour augmenter les aigus d'une oreille et abaisser les aigus de l'autre. Donc je vais faire ça sur le violon 2 par exemple. Violon 2 short, on va écouter ce que ça donne. Là vous entendez que les violons sont relativement centrés et j'ai envie qu'ils jouent un petit peu plus sur la gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un premier point d'EQ et je vais lui indiquer d'agir uniquement sur l'oreille gauche. Et là, je vais pouvoir monter les aigus de l'oreille gauche. Donc là, c'est pas mal. Et maintenant, je peux rajouter un deuxième point. Et je vais faire l'exact opposé, c'est-à-dire baisser les aigus de l'oreille droite. Et donc si on compare avant-après, vous allez voir que la différence est quand même assez importante. Vous entendez que le son est très naturel et on a vraiment l'impression qu'il s'est déplacé. Alors après, ça peut être un petit peu fastidieux, surtout quand on a beaucoup de pistes. Et heureusement, je vais développer un plugin qui s'appelle le Panbox et qui vous permet de faire ça avec un seul paramètre. Donc c'est le tonal pan ici et il va faire plus ou moins la même chose que ce que je viens de faire avec l'EQ. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais vous avez aussi le Smart Pan qui ajoute un élargissement de la stéréo dans l'équation, et ça permettra aussi de corriger les problèmes de stéréo qui sont liés au pan et que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce plugin, il est vraiment hyper pratique et vous avez un rendu très naturel en quelques clics. Une fois que vous avez tout pané, et bien là on peut rentrer dans le dur avec l'égalisation. Ça c'est l'étape la plus importante en ce qui concerne le mixage orchestral. Pour ça, on utilisera un EQ qui permet d'agir sur les fréquences du son, on peut rehausser par exemple les aigus ou abaisser les graves. Le but avec ça, ça va être dans un premier temps de nettoyer un peu les instruments pour les rendre plus clairs et plus intelligibles. Et ça permettra aussi de les mettre en valeur et en cohérence les uns par rapport aux autres. Donc ça c'est vraiment du cas par cas et c'est très difficile de trouver des recettes toutes faites pour ça. Si vous voyez des recettes toutes faites sur certains comptes de prétendus ingé son, genre montez ça, copiez ça et vous allez voir ça va marcher, fuyez pauvre fou. Non, plus sérieusement, je suis un peu fatigué de voir ça sur les réseaux. En revanche, il y a des zones importantes à surveiller et là, on peut commencer à généraliser un peu plus. Je vais vous afficher ici un petit quelque chose qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair en ce qui concerne les fréquences et comment elles sont réparties sur l'ensemble du spectre. En ce qui concerne l'égalisation des instruments de l'orchestre, vous retrouverez toutes les zones à cibler détaillées instrument par instrument dans la formation. Et ce que je peux en revanche vous montrer ici, c'est les zones auxquelles prêter attention d'une manière générale et qui vous permettront déjà d'avoir un très bon résultat. Je vais vous montrer ça sur ce plugin. La première, ça va être la zone des subs en dessous de 60 Hz. Alors je vais vous la monter un petit peu histoire que vous puissiez bien entendre, mais si vous n'avez pas de casque, vous risquez de ne pas l'entendre. Alors cette zone-là, et d'ailleurs c'est valable pour tout type de musique, c'est une zone qu'on va vouloir épurer le plus possible pour qu'il n'y ait pratiquement que l'essentiel dedans, c'est-à-dire la basse.
Donc l'idée c'est de mettre en valeur par exemple la contrebasse, le tuba, etc. qui sont des instruments qui jouent dans cette zone la plupart du temps. Et vous pouvez aussi choisir d'y mettre quelques synthés qui jouent dans la basse, hein, bien entendu, et pourquoi pas quelques percussions. Une seule bien choisie, c'est encore mieux. Si vous avez des choses qui se passent dans cette zone sur des instruments qui ne remplissent pas cette fonction de basse, eh bien je vous recommande de couper cette partie-là. Typiquement, c'est ce que j'ai fait sur le violoncelle. Donc là, vous voyez que j'ai coupé la basse ici. On va retirer tous les pans et je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donnait. Donc si je joue mon violoncelle, voilà ce que ça donne. Là, vous voyez bien qu'il y a des choses qui se passent ici, hein. Donc là, vous voyez que la fondamentale est ici, hein. La fondamentale, c'est autrement dit la première fréquence du son. Tout ça, ça compose le son, hein, mais c'est la première fréquence, la fréquence de la note. Donc ça, c'est le point de départ du son, entre guillemets, et tout ce qu'il y a derrière, eh bien, c'est du bruit. Ça fait pas partie de la note. Donc l'idéal, quand c'est comme ça, eh bien, c'est de couper cette partie-là. Et donc ça, mis bout à bout sur tous les instruments qui en ont besoin, eh bien, ça libérera un petit peu d'espace pour votre basse. Une autre zone qui va être cruciale dans l'orchestre, ça va être les bas médiums, autour de 160 à 500 Hz. Et ça sonne comme ça. On va se mettre sur cette partie-là où il y a un peu plus de percussion. Ça permettra de mieux entendre un petit peu cette zone-là. Donc ces fréquences-là, elles sont assez boueuses, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet muddy en anglais. Et elles vont être très surreprésentées dans l'orchestre. On peut même élargir un petit peu cette zone d'ailleurs, et aller jusqu'aux 800, 900, même 1000 Hz d'ailleurs. On va aller jusqu'aux 900 Hz ici. Vous allez voir que c'est des fréquences qui pèsent assez lourd en fait, hein. Donc globalement, la quasi-totalité des instruments de l'orchestre va vivre dans cette zone qui va avoir tendance à être largement surreprésentée. Là, il ne faut pas avoir peur de faire des baisses assez fortes dans cette zone en fonction de ce que vous avez comme base de départ. Typiquement, voilà ce que j'ai pu faire sur la contrebasse. Hop, vous voyez que j'ai bien coupé dans cette zone-là. Je peux vous faire écouter avec et sans, donc d'abord sans. Et avec. Vous voyez que ça allège beaucoup l'instrument, hein. C'est beaucoup plus léger. Globalement, sur tous les instruments de BBC Symphony Orchestra, on a énormément de bas médium sur la plupart des sons. Donc c'est vraiment le travail de cette zone en particulier qui va vous permettre d'éclaircir votre orchestre et de décongestionner votre son. Déjà avec ça, vous avez une bonne base de départ pour un son bien traité. Et enfin, une autre zone très importante va être la harshness autour des 2000 à 4000 Hz. Alors je peux pas faire plus fin, donc je vais vous faire écouter ça comme ça. Vous entendez que c'est une zone qui est très agressive. Alors là, c'est un peu plus subtil, mais vous verrez qu'un certain nombre d'instruments auront tendance à résonner autour de ces fréquences-là. Typiquement le violoncelle, qui peut avoir un son un peu fantomatique dans ces fréquences, ou certains cuivres, comme la trompette, qui vont être assez agressifs dans cette zone. Et d'ailleurs, sur ce morceau, je me rappelle que j'y avais été assez fort sur la trompette. Donc la harshness est ici. Voilà, faut vraiment se concentrer dessus pour l'entendre. Ouais, c'est vraiment un son qui est très sifflant. Donc voilà, c'est des sons comme ça qui, cumulés sur plusieurs instruments, vont commencer à rendre le morceau un peu agressif. Alors c'est pas énorme, mais ça fatigue un petit peu l'oreille. Et autrement, si vous sentez que vos instruments en ont besoin, n'hésitez pas à pousser un petit peu les fréquences les plus aiguës pour éclaircir un petit peu votre son. Néanmoins, soyez vigilant, il ne faut pas le faire sur tous les instruments, et il faut aussi pas trop exagérer au risque de rendre le son artificiel.
Ça, c'est vraiment pas l'objectif sur ce type de morceau. Si vous avez réussi l'étape de l'égalisation, à ce stade, vous avez fait 90% du travail. Une fois que vous avez égalisé vos instruments, vous aurez sans doute envie de travailler sur la dynamique avec la compression. Cette étape-là va surtout être utile pour les percussions et les instruments piqués. La compression, c'est un effet qui va permettre d'abaisser le volume d'un son lorsqu'il joue trop fort. On peut donc l'utiliser pour aplanir un signal, c'est ce qu'on fait couramment avec des voix enregistrées en studio par exemple, pour lisser la prise s'il y a de gros écarts de volume. Maintenant, si vous avez un petit peu de mal à régler votre compression et à comprendre comment ça fonctionne, je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible et à ma manière. Pour ça, on va prendre une piste de caisse claire, ici. On va recréer une compression. Ça, on va le monter. On n'en a pas besoin et on va baisser tous les réglages. Donc, comme on a dit, la compression fonctionne en abaissant le volume des parties trop fortes d'un signal. Donc pour ça, il faut déjà commencer par écouter le son. Écouter et voir, hein, puisque le plugin est très visuel, vous allez voir. Donc je peux décider que les parties trop fortes sont au-dessus de cette limite. Et donc on est à -30. Donc on a dit qu'il faut indiquer au compresseur le niveau à partir duquel le son est jugé trop fort. Ça, on fait ça avec le seuil ou le threshold en anglais. Donc on va régler notre seuil et on va avoir une limite qui va être fixée ici à -30. Donc c'est la limite qui est ici sur le trait horizontal. Donc ça c'est pas mal. Et maintenant il faut indiquer au compresseur de combien on veut abaisser le volume. Ça, on va le faire avec le ratio. Donc la valeur est une division. Si on indique 2 pour 1, le niveau qui dépasse du seuil sera divisé par 2. Donc en gros, tout ce qui va dépasser de cette limite-là sera divisé par 2. Donc on peut essayer de voir ce que ça donne. Donc là vous voyez, hein, en clair, vous avez le volume de sortie, et en fond, ici, vous avez le volume d'entrée, et on voit bien que le volume a été réduit. Et aussi en rouge, vous avez la quantité de compression qui a été appliquée. Donc là, le volume a bien été réduit. Ensuite, on a deux autres réglages importants qui sont l'attaque ici et le relâchement ou release. Ces deux paramètres-là vont permettre au compresseur d'avoir un peu de souplesse en allongeant le temps de réaction du compresseur. Donc soit lorsque le volume dépasse le seuil avant que le compresseur réagisse pour baisser le volume, donc ça c'est avec l'attaque, soit après que le volume est repassé en dessous du seuil pour adoucir la compression avec le relâchement. Si c'est un petit peu abstrait, on va voir ça en pratique, vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Donc là, si je mets très peu d'attaque, en dessous de 5 millisecondes, la compression va agir quasiment immédiatement. Et donc avec ça, vous aurez un son très lisse, qui ne laisse que très peu passer les pics de volume. C'est ce qu'on a ici avec notre caisse claire. Vous voyez que les pics sont vraiment alignés avec les coups de caisse claire. Je vais augmenter un petit peu le ratio, vous allez mieux entendre. Là, dans le cas de notre caisse claire, ça peut être une très bonne méthode pour gagner en sustain. Parce que du coup, la différence entre le volume fort et le volume faible a été réduite. Et donc c'est très bien aussi pour avoir le contrôle sur la dynamique d'un signal, comme par exemple un violoncelle en solo, une voix, etc. Maintenant, si on augmente l'attaque cette fois-ci, par exemple autour de 30 millisecondes, eh bien on augmente le temps de réaction du compresseur. C'est-à-dire que quand le son va dépasser du seuil, eh bien le compresseur va réagir un petit peu en retard. Et ça va avoir pour effet de laisser passer les attaques du son. Je vous fais écouter. Vous voyez, sans attaque, le son est vraiment aplani. Et avec de l'attaque, vous voyez que les pics de volume passent beaucoup plus facilement. Et donc au final, pour l'attaque, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez avoir du contrôle sur votre piste, eh bien vous pouvez baisser votre attaque. Si jamais vous voulez avoir des pics, donc des transients dans votre signal, eh bien vous montez votre attaque pour avoir un son plus punchy par exemple sur une percussion. Pour le relâchement, le fonctionnement va être similaire mais dans l'autre sens, et on pourra étendre le temps de réaction du compresseur après que le volume est repassé en dessous du seuil. Avec un relâchement suffisant, donc par exemple entre 100 et 200 millisecondes, ça marche dans la plupart des cas, eh bien on limitera ce qu'on appelle les effets de pompage, c'est-à-dire des effets un peu indésirables que le compresseur va créer quand il compresse trop vite et trop fort.
Donc typiquement, je peux vous montrer ce que ça donne. On va baisser le relâchement à fond et on va entendre cet effet de pompage. Là, vous voyez que ça tremble un peu, c'est vraiment pas terrible. Donc pour éviter ça, on remonte un petit peu le relâchement. Vous allez voir que ça va lisser un petit peu la compression. Plus on remonte, plus ça devient lisse. Donc l'idée, c'est quand même que le compresseur ait le temps de revenir à son état initial entre chaque coup. Ou en tout cas, la plupart du temps. Donc si le relâchement est trop long, eh bien le compresseur va être trop plat. Et si le relâchement est trop court, eh bien on a des effets de pompage. Donc c'est un dosage à avoir. Donc voilà un peu pour les réglages de base du compresseur. Là, on va remonter un petit peu le niveau. Hop. Histoire que ce soit un petit peu léger. Rappelez-vous que dans la plupart des cas, la compression doit être transparente et peu audible. C'est un traitement qui est le plus souvent utilisé comme un effet technique pour corriger un problème sans que l'effet soit réellement perçu. Pour finir, comme la compression a baissé un petit peu le volume, eh bien on peut remonter le gain ici. Comme ça. Et comme ça, on récupère notre volume initial. Là, vous entendez que la compression a permis de gagner un petit peu en densité. Donc ça, justement, sur des percussions comme ça va être intéressant. Ça peut aussi être intéressant sur des cordes en spiccato, ou alors de la harpe, ou du piano, des choses comme ça. Et avec ça, normalement, vous avez la base pour bien utiliser un compresseur. Pour finir, la touche finale va être de placer une bonne reverb sur l'ensemble du morceau. D'une manière générale, il n'y a pas besoin d'utiliser des plugins hors de prix pour faire un bon mixage, très loin de là. En revanche, s'il y a bien un VST qu'il faut bien choisir et dans lequel je vous recommande d'investir, c'est dans une bonne reverb car ça fera vraiment la différence. Personnellement, pour la reverb que j'utilise, ça va être la Cinematic Room et elle est vraiment incroyable. Ce que je fais pour ma reverb, c'est d'envoyer toutes mes pistes de cordes, bois, cuivre, etc. dans une piste d'effet. On évitera de placer les percussions là-dedans car les attaques des percussions auront tendance à brouiller un peu le mix, surtout si la reverb arrive avec beaucoup de retard. Il y a quand même des techniques pour pouvoir faire ça sur des percussions que je vous montre dans la masterclass et qui sont un peu plus avancées, mais globalement, ça reste une bonne idée de garder les percussions relativement sèches. La piste auxiliaire va donc en quelque sorte dupliquer le signal des pistes qui lui seront envoyées. C'est un peu comme un bus, mais qui s'additionne aux pistes d'origine. Donc la manip sur Cubase, par exemple, ça va être de prendre les bus des bois, les bus des cuivres, les bus des cordes, et après on fait hop, Add FX Channel to Selected Channels. Et avec ça, on va pouvoir créer une piste d'effet qui va créer un signal qui s'additionne aux pistes d'origine. Et on va pouvoir placer notre reverb dans cette piste d'effet. Pour cette reverb, choisissez bien une reverb de type Hall, comme ici, ou Chamber, qui simule une grande pièce. Et ensuite, ajustez la longueur de la reverb entre 1,8 et 2,5 secondes, ça marchera très bien. Ça fonctionnera sur la majorité des morceaux, et ça dépendra aussi de votre tempo. Plus le tempo est rapide, et plus on aura tendance à raccourcir la durée de la reverb. Je vais pouvoir vous faire écouter juste la reverb, ce que ça donne déjà. Donc essayez aussi d'avoir une reverb relativement floue. Sur ce plugin-là, on a un paramètre qui permet de doser la quantité des premières réflexions de la reverb et de la queue de la reverb. Donc c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus de reverb que de réflexion. Je vous fais écouter ce que ça donne. Donc là, la reverb, vous voyez que c'est très flou. Et ici, les réflexions, beaucoup plus claires. Maintenant, n'oubliez pas d'ajouter aussi un petit EQ pour couper les fréquences les plus graves de votre reverb. Donc n'hésitez pas à couper la reverb en dessous de 120 Hz, et ça évitera de brouiller la basse du reste de votre morceau, qui doit rester la plus épurée possible. Donc avec ça, voilà ce que ça donne. Donc vous avez remarqué qu'on a bien la reverb à 100%, et maintenant on va pouvoir doser la reverb. Je vais pouvoir rajouter le signal d'origine, et on va doser la reverb avec le signal d'origine.
voyez qu'avec ça, on a un mixage de qualité. Voilà, avec tout ça, vous avez un bon aperçu de comment se déroule le mixage d'un morceau orchestral. Donc là, on a vu la base, et en appliquant ces conseils, vous pourrez déjà avoir un mixage de très bonne qualité. Maintenant, comme je vous disais en intro, pour ceux qui auront envie de creuser davantage le sujet, eh bien, je vous invite à aller voir la formation qui couvre l'ensemble des notions pour la musique orchestrale, la musique épique et la musique de trailer, et qui est disponible en description. Moi, je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Euthème, prenez soin de vous, et à très vite.